10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Des milliers de manifestants qui ont défilé cet après-midi à Grenoble s'y sont préparés depuis une semaine. Les forces de l'ordre aussi qui ont eu droit en pré-manif à une visite du préfet de l'Isère. Charpente, aménagement, terrasse ou bardage, créé en 1918, la scierie Silla fait feu de tout bois et planche aussi sur la construction 100% bois. Chaque année dans ses ateliers, dont le principal se situe à Domaine, elle transforme 11 000 mètres cubes de bois local, en majorité résineux. Et puis la montagne, ça nous soigne, j'en prends soin. C'est le rendez-vous que propose jeudi et vendredi à Grenoble l'ANSEF, la Fédération nationale pour le développement des sports et du tourisme en montagne. Sa directrice Marion Patry ainsi que Corinne Valence, réalisatrice du film Ressources, sont les invités du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 mars 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça avait commencé comme ça. Difficile de rentrer dans Grenoble ce mardi matin où des manifestants contre la réforme des retraites avaient installé des barrages filtrants porte de France sur le pont de Catane ou encore à Mélan. Résultat, pas mal de bouchons pour les automobilistes qui désiraient se rendre en ville. Blocage également devant certains établissements scolaires comme au lycée Champollion à Grenoble. Qu'est-ce qu'on ferait sans les poubelles? Des cours ont même été dispensés à l'extérieur comme en 68, même si selon le rectorat de Grenoble, la journée a été moins suivie que d'habitude dans l'éducation nationale. 5,87% d'enseignants du premier degré en grève et 10,38% dans le second degré. Si les syndicalistes s'étaient préparés à cette 10e journée d'action, c'était aussi le cas de l'autorité de l'État sur le territoire, le préfet et ses services, notamment les forces de l'ordre. Une heure avant le début du cortège, Laurent Prévost s'est rendu à l'hôtel de police de Grenoble, notamment pour remercier les policiers de leur action en Isère depuis le début du mouvement. Aucun manifestant ni policier n'a été blessé. Donc il reste dans les limites qu'on s'est fixées, à la fois de lieux dans lesquels on ne souhaite pas que des cortèges non déclarés aillent, ou tant qu'il n'y a pas d'acte de dégradation ou de prise à partie des forces de l'ordre, les choses se passent bien. Et puis quand il y a dégradation, prise à partie des forces de l'ordre, ou tentative d'aller dans certaines parties de la ville sur lesquelles on ne souhaite pas qu'il y ait des cortèges sauvages, eh bien il y a intervention des forces de l'ordre. La grande majorité des manifestants exercent leur droit d'expression, leur liberté d'expression de façon pacifique. Et puis parfois, il y a des manifestations qui dérapent, qui dégénèrent. Donc les policiers, à ce moment-là, ils ont plusieurs missions. Ils ont une mission, par exemple, de tenir un secteur. Et ils peuvent mettre en place des barrages. Quand ces barrages sont menacés par les manifestants, et dans ces cadres-là, on peut avoir recours à l'usage de la force dans un cadre très précis. Alors l'usage de la force, c'est tout simplement le gaz lacrymogène dans la plupart des situations. Cet usage de gaz lacrymogène, il est très souvent à Grenoble, je tiens à le dire, précisé de sommation. À Grenoble, les dispositifs qu'on a mis en place amènent à faire systématiquement, quasiment, des sommations et des sommations répétées. C'est-à-dire que bien souvent, on préfère disperser le groupe plutôt que d'aller au contact. Et tous les gens qui font du maintien de l'ordre vous le diront, plus il y a de contact, plus il y a de risque de blessés. La plus grande manifestation du département est finalement partie aux alentours de 14h du cours Jean Jaurès. Étudiants et lycéens en tête de cortège dans une ambiance loin des mouvements plus violents que l'on a pu observer partout en France une fois la nuit tombée. Ici, c'était plutôt bon enfant et même en musique. Des manifestants toujours nombreux malgré les jours qui passent. Entre 12 000 selon la police et 40 000 selon les syndicats. Je pense que c'est important de venir ici pour montrer au gouvernement que le 49.3 ça va pas passer et que cette réforme c'est n'importe quoi. Et je suis là, je pense pour les mêmes raisons que Léonore et parce que je suis énervée, que j'ai pas envie de voir ma mère travailler jusqu'à 64 ans. On était censé aller en cours d'anglais, mais on n'y est pas allé parce qu'on pense que c'est super important d'être là pour exprimer notre mécontentement. Et elle comprendra, elle est de gauche, ma prof. On espère que ça puisse suffire. Et là, force est de constater que c'est pas trop le cas. Ça fait longtemps qu'on exprime un ras-le-bol sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. À chaque fois, les tables, les portes sont ouvertes, tout est sur la table, mais en réalité, il n'y a rien qui est ouvert et il n'y a rien qui change en fait. Moi, j'ai la chance d'être fonctionnaire, du coup, je
Je prends un jour de grève, du coup je suis pas payé aujourd'hui et puis je viens manifester. Alors je viens aussi pour d'autres personnes qui peuvent pas venir. Je pense que pour avoir un véritable plan de bataille, pour gagner, il nous faut un peu plus que de simples journées d'action isolées et un véritable cahier de revendications en fait, qui va au-delà que ce que propose actuellement l'intersyndicale et qui va au-delà de seul retrait de la réforme des retraites, mais voilà, qui prennent en charge tous ces points importants pour réussir à coaliser tous les secteurs de l'économie et aller jusqu'à la généralisation de la grève, voilà, pour faire plier Macron et son gouvernement. On change complètement de sujet. Il faisait peut-être un peu froid ce matin. Vous avez eu envie de pousser un peu le chauffage. À compter du 1er avril, dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, les ménages qui souhaitent équiper leur logement d'un appareil de chauffage au bois devront choisir un équipement flamme verte, moins polluant. L'État, mais aussi certaines collectivités comme la métropole et la ville de Grenoble, proposent des aides pour se doter de chauffage plus performant. Mais le bois, c'est aussi et surtout un matériau de construction. La métropole de Grenoble compte 3 scieries. L'une d'elles se trouve à Domaine et privilégie les essences locales. Et pas question, celle-là, de les mettre dans la cheminée. Camille Avon. Il est tout autour de nous, mais il a également conquis nos intérieurs. Le bois est devenu un des matériaux les plus utilisés en France. La scierie Silla transforme chaque année près de 11 000 m3 de bois local. Coupage, débitage ou encore séchage du bois, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Le bois est transformé pour diverses activités. Le cœur de l'activité historique, c'est la scierie. On reçoit des grumes qui viennent des massifs aux alentours, qu'on débite en produits finis. Donc soit des produits de charpente, soit des bois qui servent à la construction pour le coffrage ou des éléments de construction. Et on a une activité où on préfabrique de la maison complète. On construit des murs et des charpentes de maison en bois. La scierie a à cœur de respecter l'environnement. L'entreprise familiale a notamment reçu plusieurs labels, programme de reconnaissance de certification forestière, bois de Chartreuse ou prochainement bois des Alpes. Elle veille à favoriser des bois comme le sapin, l'épicéa ou encore le Douglas pour une gestion plus durable de la forêt. Nous, notre créneau, c'est vraiment le circuit court, c'est de s'approvisionner dans les massifs aux alentours et de vendre aux utilisateurs locaux. Donc le bois, c'est vraiment la seule ressource qu'on ait qui soit renouvelable. On va couper un arbre, on va attendre 40 ans à peu près, 40-50 ans, on va revenir, on va pouvoir le recueillir une nouvelle fois. Ça fait du bois vraiment le matériau du 21e siècle. C'est vraiment celui qu'on a besoin de mettre en avant pour pouvoir sauver entre guillemets la planète. La métropole grenobloise est la métropole la plus forestière de France. Elle abrite 57% de forêt sur son territoire. Un patrimoine qu'elle prend soin de conserver en instaurant des critères sur la coupe des arbres. Et plusieurs éléments vont être pris en compte dans la gestion durable. Bien sûr, l'âge d'un arbre, sa maturité, mais son état de santé également, son environnement alentour. C'est-à-dire qu'un arbre, il joue parfois le rôle de protection, de chute de bloc. La scierie Silla compte actuellement 2 sites sur Domaine, un sur Vorep et prochainement un sur Goncelin. Et elle emploie actuellement une 40aine de personnes. Après Grenoble et la Tronche, c'est au tour de Cessin de voter une hausse importante de sa taxe foncière qui, elle, n'avait pas augmenté depuis 2006. Le conseil municipal a voté lundi soir une augmentation de 26%, ce qui permettra aussi de contracter un nouvel emprunt. Cessin compte 76% de propriétaires sur son territoire. Sacré Ludo, le snowboarder isérois Ludovic Guillaudia vient d'être sacré champion du monde après avoir été reporté de samedi à mardi. La grande finale du Freeride World Tour qui devait se tenir sur les pentes du Bec des Rosses à Verbier en Suisse a finalement été annulée en raison du manque de visibilité et du fort risque d'avalanche. Avant Verbier, Ludovic Guillaudia avait obtenu cette saison 4 podiums en 4 courses. À 37 ans, c'est son premier titre de champion du monde. La montagne, pas forcément comme objectif de performance, mais de santé pour nous, mais aussi pour elle. C'est le thème du colloque qui se déroule à la fin de la semaine à Grenoble, à l'initiative de l'ANSEF, la Fédération nationale pour le développement des sports et du tourisme en montagne. Un rendez-vous ouvert au public. J'ai à mes côtés Marion Patry, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ANSEF et à côté de vous, Corinne Valence, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé un film, Ressources, qui sera projeté jeudi soir à la Maison de la Montagne avec un débat, on va y revenir. D'autres rendez-vous auront lieu à la plateforme, dans l'ancien musée de peinture. Marion Patry, il y a 3 thématiques, transition territoriale, slow tourisme et sport et santé. Qui va participer à ce colloque ? Alors, ces conférences sont dédiées à destination des acteurs du tourisme de la montagne de manière générale. Donc, ça peut concerner les hôteliers, les hébergeurs, également les prestataires d'activités outdoor ou plus largement les élus qui sont concernés par les soucis et les problématiques de transition sur leur territoire. La transition en montagne, on en parle beaucoup. On a l'impression qu'il y a régulièrement ce genre de rendez-vous depuis des années, mais finalement, ça ne bouge pas si vite que ça. Ça ne bouge pas si vite. On en parle beaucoup sur tout ce qui touche à l'alpin, sur les domaines skiables. Ce colloque-là prend un peu plus de recul vis-à-vis de l'alpin et fait intervenir justement des acteurs de territoire de moyenne montagne qui sont beaucoup plus éparpillés et pour lesquels les actions sont beaucoup plus compliquées à fédérer. C'est vraiment l'occasion de se rassembler et de faire écho aux états généraux de la transition en montagne qui s'était déroulée en 2021. Est-ce que l'idée de tout ça, c'est de se dire qu'on ne peut plus habiter, travailler, consommer, entre guillemets, la montagne comme on le fait depuis les années 70 ? Alors, ce n'est pas du tout là où on veut en venir. Je pense qu'il faut laisser place aussi à un équilibre entre le tourisme et la vie locale et justement la façon dont les commerces et les habitants du territoire peuvent vivre toute l'année en compagnie et en compagnie surtout d'un public touristique respectueux des endroits qu'ils visitent. Oui, c'est surtout ça, parce qu'il y a comme un paradoxe. On dit de plus en plus aux gens de venir en montagne, que la montagne, finalement, c'est juste à côté de chez eux, c'est facilement accessible. Mais est-ce que d'autres trouvent que oui, c'est trop accessible ? Moi, j'allais en montagne, il n'y avait personne, c'était bien comme ça. Est-ce qu'on n'est pas confronté aussi à la surfréquentation ? On y est confronté, surtout c'est un sujet qui sort beaucoup après le Covid, parce qu'on se retrouve avec un public non pratiquant qui vient découvrir avec grand plaisir les joies du grand air, de la nature, et qui débute dans la pratique et qui apprend aussi la manière de se balader, la manière dont on doit respecter les sentiers ou les itinéraires. Et justement, c'est un sujet qui est d'actualité. On retrouve les sujets des conflits d'usage également entre les différents pratiquants. Et l'idée, c'est aussi de mener le dialogue et d'instaurer un dialogue entre les différents acteurs pour que ça puisse avancer dans le bon sens. Et vous allez aborder la question du slow tourisme. C'est quoi le slow tourisme ? Est-ce que, Corinne, tu souhaites en donner ta définition ? Est-ce que vous êtes une slow touriste, Corinne ? Alors, slow tourisme, ça dit un tourisme lent, mais ça concerne les hébergeurs, les acteurs du tourisme, et ça concerne aussi les touristes qui vont en montagne. Alors, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de consommer la montagne. Moi, c'est un terme qui me heurte, évidemment. Évidemment. Et vraiment, je pense que si... avec des actions slow tourisme, on permet à tout un chacun de se dire tiens, je vais aller découvrir un territoire, mais certainement pas aller le consommer en 3 jours, faire le Mont Blanc par exemple. Ça sera déjà un grand pas. Ça sera un très grand pas vers du slow tourisme. Votre film Ressources sera projeté donc jeudi soir à la Maison de la Montagne. Ça parle de quoi ce film ? Alors c'est un film qui est inspiré d'une balade que j'ai fait cet été, en fait, en 2022, l'été 2022. Je suis partie 4 mois balader en montagne à travers 8 pays de l'arc alpin sur la Via Alpina. Et cette Via Alpina, eh bien, c'est un chemin de découverte. Moi, je ne suis pas... Enfin, je suis... en surpoids, obèse même, moyenne, on dit. Et on peut aller très loin en mettant un pied devant l'autre, quelle que soit notre condition physique. Quel que soit notre âge, quel que soit notre âge, effectivement. Moi, ça a été une façon de retraiter ma retraite.
avant la retraite. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce voyage ? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je dirais beaucoup de sérénité, justement, par rapport à tous ces enjeux environnementaux qui sont présents depuis longtemps. Je suis revenue en me disant, ben voilà, l'état des choses, c'est qu'il y a encore de l'espoir avec une biodiversité magnifique qui est en chute libre, mais... Voilà, j'ai vraiment envie avec ce film de permettre à d'autres de se dire tiens, on peut marcher sans être des grands sportifs et en même temps prenant soin de cette montagne, prenant soin de la nature en général et ça va dans le sens de la transition. Voilà, ce film il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'aide de Catherine Epely de Documentaire en Dauphiné. Parce que moi, je ne suis pas réalisatrice. Je suis réalisatrice opportuniste, on va dire, sur ce film. Mais c'est vraiment son coaching, son accompagnement et le montage du film qui m'a permis de faire ce film. En tout cas, c'est une belle aventure à découvrir. La marraine du colloque, c'est l'ancienne championne de biathlon, Marie Dorin-Habert, qui vit et travaille dans le Vercors. Elle sera aussi présente pour dédicacer son livre « Un tour de roue ». En quoi, Marie, elle représente bien cette... thématique. Marie, à travers son livre, essaye clairement de véhiculer les difficultés qu'elle rencontre dans son quotidien, à vouloir faire geste après geste un effort pour l'écologie. Et on s'y retrouve beaucoup, en fait, en tant que monsieur et madame lambda, avec une famille qui vit pas loin de Grenoble et qui essaye de prendre son vélo pour aller au travail tous les jours. Et voilà, de par son travail, Marie est amenée à traiter ces questions d'impact écologique par le sport, du sport sur la nature et sur la biodiversité. Donc, elle a tout à fait sa place parmi nous jeudi soir. Voilà, donc elle sera avec plaisir. Le colloque, c'est jeudi et vendredi à Grenoble. On retrouve tout le programme sur votre site internet. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Attention, je vous ai annoncé hier soir le spectacle de Sandrine Saroche ce mardi soir au Grand Angle. Il est reporté au 14 octobre en raison du mouvement social. En revanche, Maxime Le Forestier sera bien sur la scène voironnaise mercredi soir pour un hommage à Georges Brassens. On va se quitter avec un petit extrait. Excellente soirée à tous. Bonnet d'âne était sur les genoux, était sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref.